Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, arrêt des poursuites au Cameroun contre les leaders de la crise anglophone. Une décision ordonnée ce mercredi par le président Paul Biya. Ces militants avaient été arrêtés à la suite de l'instabilité survenue ces derniers mois. Le programme de facilité de crédit destiné au Ghana du Fonds monétaire international est prolongé d'1 an, une mesure contraire à la volonté du président Nana Akufo-Addo qui prévoyait que le budget 2018 soit le dernier établi dans le cadre du programme du FMI. Le café de la République démocratique du Congo en perte de vitesse, autrefois produit prospère d'exportation. Le café connaît aujourd'hui une chute brutale de sa production. Au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a décrété l'arrêt des poursuites contre les leaders anglophones. Ce décret présidentiel ouvre ainsi la voie à leur libération. Ils étaient une trentaine accusés jusque-là d'actes de terrorisme. Reportage entre correspondantes, Viviane Baoken. Ils sont désormais libres. Congo Félix Akbor, Fontem Neba, Paul Aya Abiné, les leaders de la partie anglophone du pays, interpellés dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À leur côté, 70 autres activistes. Cette décision, prise par le chef de l'État Paul Biya à la veille des rentrées scolaires, émane de la volonté des pouvoirs publics d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants des deux régions. Le chef de l'État a estimé que dans le cadre de la poursuite, donc de la recherche d'une paix, négocier d'une solution à cette crise, procéder à leur élargissement devait donc participer de cette recherche. C'est donc pour cette raison que le président de la République a instruit donc les services compétents de procéder donc à leur élargissement. Cette décision pour le moins inattendue est considérée chez certains leaders de l'opposition comme étant une porte de sortie de cette crise anglophone qui dure déjà 8 mois. Nous célébrons que ces personnes soient libérées, mais que nous sommes encore très très vigilants et notamment que nous estimons que c'est une étape et que le gouvernement doit continuer, démilitariser la zone et restaurer le dialogue pour que le problème dans le fond puisse être traité. On rappelle depuis octobre 2016, de nombreux mouvements d'humeur ont secoué les régions anglophones du pays, entraînant des villes mortes. Et la sécurité des biens et des personnes était menacée. Ces activistes réclamaient entre autres la traduction des textes OHADA en anglais et la création d'une section de la Common Law à la Cour suprême. Le FMI prolonge son programme pour le Ghana, une extension d'1 an qui s'accompagne d'un versement de plus de 94 millions de dollars. Cette prolongation est un échec pour les autorités ghanéennes qui, à la mi-juillet, se montraient confiantes quant à la relance de la croissance. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait d'ailleurs indiqué vouloir mettre fin à ce programme en 2018. Écoutez l'analyse de l'économiste Serge Yao. Quand un pays manifeste le désir de se passer de l'aide multilatérale, tant qu'il peut avoir une croissance normale, puisque le Ghana, son enjeu quand même, c'est de diversifier son industrie, et le vrai enjeu, c'est aussi l'emploi. Ensuite, quand vous prenez les fondamentaux, c'est-à-dire le ratio représentant la dette sur le PIB au Ghana, on est à 73%. Quand vous voyez ensuite que toute la dette en plus représente plus de 22% des recettes, la manne pour relancer l'économie est très difficile. Donc effectivement, le Ghana avait pensé pouvoir sortir de ce programme triennal, mais je pense que ce que le Fonds monétaire a fait, ils ont injecté à peu près 100 millions de dollars. Sur 2 ans, ils ont injecté 562 millions de dollars. Donc cette extension permet au Ghana de mener à bien la réduction de son déficit budgétaire. Le Fonds monétaire je pense, a une coopération financière avec les États. C'est pas qu'ils ne peuvent pas refuser. Ils ont des insuffisances, ils n'ont pas atteint les objectifs qui se sont donnés. Automatiquement, il y a des gaps et le Fonds monétaire est de nature à renforcer. En Égypte, on assiste à une véritable explosion démographique. La croissance y est exponentielle avec une densité de peuplement qui approche les 2000 habitants au kilomètre carré. La démographie est aujourd'hui un véritable enjeu et les autorités se saisissent de la problématique. Corinne Kamdem.
L'Égypte s'emploie à ralentir le taux de croissance de sa population, une baisse qui passe par le contrôle des naissances et le planning familial. Les autorités ciblent notamment les zones rurales où le nombre d'enfants par famille reste élevé, en raison souvent de leurs croyances religieuses. L'université égyptienne d'Al-Azhar, lieu d'enseignement de l'islam, a d'ailleurs validé le plan du ministère de la Santé qui indique que le planning familial n'est pas interdit et contraire aux principes religieux. Si nous parlons de l'importance du planning familial, je pense que c'est l'un des sujets principaux que le gouvernement devrait commencer à traiter. D'abord, sur le plan personnel, les familles et notamment les pères devraient réfléchir avant de donner naissance à des enfants. Que cela rende le contrôle des naissances très important pour eux, autant que l'eau et l'air. Bien sûr, au niveau national, je pense que c'est une première étape et que nous devrions ralentir les naissances parce que nous devons limiter la croissance de la population. Cette initiative est particulièrement soutenue par le président de la République Abdel Fattah al-Sisi qui estime que la croissance démographique trop forte est un obstacle au développement. L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec 93 millions d'habitants et devrait arriver à 128 millions d'ici 2030 si le taux de fécondité de 4000 naissances pour 1000 femmes est maintenu. Je suis venue ici avant de me marier parce que ma mère m'a demandé si je voulais continuer mes études et attendre avant d'être enceinte. J'ai dit oui, alors elle m'a répondu que je devrais aller au planning familial et qu'il me guiderait pour savoir comment retarder une grossesse. En 2016, l'Égypte a vu naître 2,6 millions de bébés selon les chiffres de l'agence de statistiques CAPMAS. En juillet, le ministre de la Santé égyptien a lancé l'opération Lifeline, une stratégie pour réduire le taux de natalité à 2,4 millions et permettre au gouvernement d'économiser 200 milliards de livres égyptiennes d'ici 2030. La production de café de la République démocratique du Congo est à 8000 tonnes. Une baisse vertigineuse quand on sait qu'il y a près de 30 ans, il était à 120 000 tonnes. Raison de cette situation, un secteur aujourd'hui miné par les exportations illégales. Reportage Jacques Amboka. C'était l'une des plus importantes productions agricoles du pays. Le café participait à hauteur de 15% au PIB national en 1989. Près de 30 ans après, la production nationale s'est effondrée et ne représente plus que 9 000 tonnes en exportation contre 120 000 dans le temps. Les secteurs qui attiraient des investisseurs avec plus de 300 exportateurs officiels dans les années 80 n'en disposent que d'une vingtaine à ce jour. La recherche agronomique était paralysée et il n'y avait plus de financement pour tout ce qui concernait les campagnes, les achats. Parce que vous savez, le café, c'est un produit qui était d'abord consommé plus à l'extérieur, donc qui concernait les marchés. Donc pour qu'il soit important sur le marché, on doit veiller au grain, on doit veiller à la qualité. C'est dans cette usine qu'étaient traités le café et le cacao pour l'exportation. Construite sous le régime du maréchal Mobutu et confiée à l'Office zaïrois du café, aujourd'hui Office national du café, c'était à sa création en 1979 la première du genre en Afrique centrale. La léthargie dans laquelle le secteur est plongé a presque stoppé son activité. L'usine reste intacte, sauf qu'il y a des petites pannes qu'on vient, il n'y a pas des mois de dépanner, mais l'usine fonctionne très bien. Question seulement que notre politique caféière soit améliorée pour qu'on puisse faire tourner l'usine convenablement. Plusieurs facteurs ont aussi contribué à la décroissance de cette culture. Les guerres, les frontières poreuses qui facilitent l'exportation frauduleuse, mais aussi la trachéomycose, une maladie qui s'attaque au café et dont l'éradication nécessite des moyens financiers. Cependant, selon certains experts, il faut également souligner le manque de volonté des autorités du pays. Jadis cultivé dans presque toutes les provinces de la RD Congo, le café n'est à ce jour cultivé que dans quelques provinces, notamment le Sud Kivu, où plusieurs caféiculteurs se sont constitués en mutuelle pour assurer la survie de cette culture.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football ont repris ce 31 août avec les 3e et 4e journées. 20 matchs sont au programme, dont 5 ce vendredi avec des rencontres déjà décisives pour la zone Afrique. Très attendu le choc entre le Mali et le Maroc, mais également les confrontations Nigeria-Cameroun et République démocratique du Congo. Tunisie assure également de très près ce samedi le match Gabon-Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.